Salut à toutes et à tous, ici Boris de la Bulle Ludique. On se retrouve pour un nouvel épisode de Ces derniers temps, l'émission où je reviens sur les jeux qui m'ont marqué dans le mois écoulé. Oui, j'ai décidé d'espacer un peu, histoire d'avoir davantage de recul sur les jeux que je vous présente. On va donc parler du mois d'avril, qui était bien rempli avec 151 parties de 82 jeux différents pendant environ 77 heures. Seulement 14% de parties sur BGA là-dedans, donc beaucoup de parties en physique, c'était très agréable, mais qu'est-ce que je retiens de tout ça ? C'est parti pour ma sélection qui va essayer d'alterner entre les nouveautés incontournables qui buzzent et les boîtes plus méconnues passées sous le radar. Je commence avec un énorme coup de cœur sur un jeu dont personne ne parle, Whirling Witchcraft ou le bal des chaudrons en français. Il vient de te localiser, mais à la base c'était un jeu édité par AEG, première raison pour que je m'y intéresse, et la deuxième c'est son illustrateur, l'immense Weberson Santiago, qui a récemment mis en image La Famiglia, mon illustrateur préféré, tout simplement. Le bal des chaudrons, c'est un de ces jeux où vous jouez tous en même temps, mais en ne se préoccupant que des voisins de droite et de gauche. Donc la configuration optimale, ça va être 3, mais vous pouvez clairement y jouer jusqu'à 5. Ça n'a rien de dérangeant. On est dans un pur jeu d'enfoiré, où on cherche à pourrir son voisin de droite, car c'est sa déroute qui va pouvoir nous faire gagner. Mécaniquement, c'est un mini-jeu de construction de moteur et transformation de ressources, mais en vraiment express parce que ça dure jamais plus d'un quart d'heure, contrairement à ce qui est marqué sur la boîte. Vous avez une main de cartes avec 4 potions. Elle vous donne des recettes, par exemple, donner 2 baves de crapaud pour créer 3 amanites tue-mouche. Bon, c'est des cubes verts, des cubes rouges, des cubes bleus, vous voyez le tableau, on joue à la marchande. Votre objectif, c'est de vider votre plateau personnel. Vous allez donc privilégier des cartes qui vous font dépenser des ressources que vous avez en masse. Puis, tout ce que vous produisez, vous allez le charger dans votre chaudron que vous passez à votre voisin. Il met cette livraison sur son plateau et tout ce qu'il ne peut pas stocker, hop, ça revient chez vous dans une zone de points de victoire. Et dès que vous avez 5 cubes dans cette zone, vous avez gagné. Facile, non ? L'astuce, c'est que les cartes que vous jouez restent présentes d'un tour à l'autre, donc vous montez en puissance. Il y a des effets en cascade et il y a une mini-stratégie dans le sens où il faut surveiller ce que fait le joueur à votre droite pour identifier les couleurs dont il aura du mal à se débarrasser. Et en même temps, vous passez votre main de carte au joueur à votre gauche. Donc vous faites attention à ça également pour pas vous mordre les doigts de lui avoir refilé des recettes qui vont vous mettre dans la sauce. Il y a 3 effets bonus que vous allez déclencher grâce à des montées de pistes, des personnages asymétriques avec un pouvoir unique. Voilà, juste ce qu'il faut pour que le jeu reste très simple. Il s'explique en 1 minute vraiment, et moi il me donne envie d'enchaîner les parties. C'est simple, quand on l'a découvert, on y a joué 3 fois d'affilée, à 5 joueurs, avec beaucoup de plaisir. Moi, je m'y attendais pas du tout, mais c'est vraiment top. Si le pitch vous attire, je vous conseille vivement de vous pencher dessus. Trio, c'est la nouvelle tuerie de Cocktail Games. Encore un jeu dont ils vont vendre des camions qui s'expliquent en 30 secondes et procure immédiatement son lot de fun. C'est un jeu de mémoire, presque une sorte de memory, puisque vous devez vous souvenir de comment les cartes sont réparties autour de la table et les rassembler en brelant les fameux trios qui donnent leur nom au jeu. À votre tour, vous demandez à un joueur autour de la table, ça peut être vous-même, de dévoiler sa carte la plus haute ou la plus basse dans sa main. Vous pouvez aussi dévoiler une carte du milieu de la table si vous jouez à moins de 6, et dès que vous révélez des cartes de valeurs différentes, votre tour s'arrête. On a beau être allergique au jeu de mémoire, faut reconnaître que c'est redoutable. La partie est rapide, mais il y a quand même un peu de tension, il y a du suspense, il y a du bluff, on se chambre. Le jeu prend tout son sens à 6 joueurs en fait, avec une variante par équipe qui permet épisodiquement d'échanger des cartes avec son partenaire, ce qui donne une dimension plus tactique. Et si vous faites un brelan de 7, vous gagnez instantanément. C'est difficile puisque le 7 est au milieu, il est moins vite accessible, mais c'est un petit twist qui rend le jeu encore plus sympa. Il y a aussi une variante avancée dans laquelle on doit réaliser des associations de brelans précises. Voilà, plein de petits détails sur un jeu de cartes modeste, mais bien fignolé, qui sera sûrement un des jeux de l'été. Cocktail Games bosse à fond ses jeux, même s'ils sont simples, et ça se ressent, je trouve ça fait plaisir. Ça va se vendre comme des petits pains, et à raison, c'est complètement mérité. Le jeu pourrait tout à fait remporter l'As d'or, mais bon, c'est Cocktail Games, est-ce que la malédiction va encore frapper ? Rendez-vous l'année prochaine.
Rebuilding Seattle ou Rebuilding Seattle, c'est un jeu très malin de chez WizKids qui m'a été présenté par Romain Bray en week-end jeu. Merci à lui au passage, c'était très agréable de rencontrer toute la bande. Rebuilding Seattle, c'est du jeu de polyomino avec un gros feeling à la Bern Park, mais avec une couche plus gamer. Il y a de l'interaction, il y a du tempo, il y a un poil de construction de moteur, et surtout un élément que j'adore dans les jeux, vous le savez maintenant, bien gérer son argent et anticiper ses gains pour être au bord de la banqueroute et puis repartir dans mon pied. On cherche à faire progresser des pistes qui nous rapporteront de l'argent et des points de victoire lors des décomptes, mais surtout à faire fuir la population. Bah oui, on veut construire tranquille, nous. Alors on place des universités pour que les gens obtiennent leur diplôme, et puis ils se cassent. On laisse visibles des icônes de vagues, histoire de bien noyer les récalcitrants. Et plus la population sera basse, plus les gains amenés par nos montées de pistes seront efficaces. Évidemment, cette population, elle va remonter au début de chacune des 3 manches que compte le jeu. On est dans le va-et-vient en permanence, en fait. On lutte pour que tout s'imbrique bien. Les événements déclenchés par les autres, notre petit puzzle sur notre espace de jeu personnel qu'on agrandit au fil du temps, et puis les tuiles qu'on veut acheter en priorité dans le marché central. Au début de partie, on a reçu 2 gros bâtiments qui font beaucoup de points, et ce sont eux qui vont guider notre stratégie. Ça m'a beaucoup fait penser aux petites bourgades, qui a le même feeling en plus rapide. Ici, on est un cran au-dessus en termes de complexité, mais ça reste très abordable. Moi, j'y rejouerai avec plaisir, ça se joue bien jusque 5 joueurs. En fait, il y a un marché qui est extensible en fonction du nombre de joueurs. Ça peut du coup prendre beaucoup de place sur la table, mais c'est agréable d'avoir un jeu qui se scale bien, quelle que soit la configuration. Bon, moi, je suis pas encore certain de me le procurer. Pour l'instant, il existe qu'en VO, mais c'est vraiment une excellente surprise dans sa catégorie. Bon, le jeu suivant, vous le connaissez sans doute, il a fait beaucoup le buzz. Les backers Kickstarter dont je fais partie l'ont reçu début avril et il vient d'arriver en boutique, c'est Earth de Maxime Tardif chez Inside Up. Un auteur adorable, très actif sur les réseaux sociaux dès qu'on a une question. Earth, je suis passé par tous les stades. J'étais d'abord évidemment très excité, sinon j'aurais pas backé le jeu, mais ensuite j'ai essayé sur Board Game Arena et j'ai frôlé l'indigestion. Trop d'effets dans tous les sens, trop d'icônes, je comprenais rien, je me sentais écrasé par les informations, j'ai eu comme un sentiment de rejet. Faut dire que je suis très difficile avec les jeux de construction de tableaux, puisque mon jeu préféré est Race for the Galaxy, et que j'ai jamais trouvé mieux. Et puis, j'ai reçu le jeu en physique. Je lui ai évidemment tout de même laissé sa chance sous cette forme, et j'adore. Genre, on finissait la première partie avec mon adversaire, on en a immédiatement relancé une. Et c'est pas souvent que je fais ça, parce que j'ai beaucoup de jeux, j'aime varier les plaisirs, mais Earth, il a un gros potentiel addictif, avec ses configurations de départ innombrables, son contenu pléthorique, qui me donne vraiment le sentiment de faire quelque chose de différent à chaque partie. Pour le moment, j'en ai fait 7-8, et je vais pas vous dire qu'on est au niveau d'un Race for the Galaxy dont j'ai dépassé les 250 parties, c'est trop tôt pour le dire, mais clairement, j'ai envie d'y rejouer. Prenez mon enthousiasme avec distance, car je pense que je fais vraiment partie des bons clients du jeu. J'ai l'habitude de me décider vite, d'analyser très rapidement les cartes pour trancher si je vais les garder ou non. Certains ont un problème avec le jeu à 2 de Earth en disant qu'il est trop permissif. Moi, c'est pas mon cas, en fait, ça me donne le même feeling qu'un Race for the Galaxy, à 2 joueurs où on sélectionne 2 phases par tour. J'y ai même joué à 5 en prenant du plaisir. Alors d'accord, ça apporte pas grand chose, c'est pas terrible, ça n'a pas beaucoup de sens, on fait pas attention à tous les tableaux de tout le monde autour de la table, mais ça se joue et on doit tout de même davantage prioriser la course aux objectifs, on doit prendre en compte le fait de ne choisir sa phase qu'un tour sur 5 au lieu de 2. C'est pas le jeu le plus interactif de la Terre, mais moi c'est pas ça que je recherche dans un jeu de construction de tableau. Et je trouve qu'on se fait vite aux icônes, aux différents types de cartes. Mine de rien, ça reste relativement condensé. Même s'il y a énormément d'informations, le scoring très simplifié à la Wingspan, donc 1 point par cube comme pour les œufs, ça aide à garder nos neurones intacts. Alors le jeu, il est pas pour tout le monde. J'ai vu des gens qui détestaient, qui le revendaient dans la foulée. Voilà, vraiment, moi je pense que si on est fan de Race for the Galaxy, je le recommande. Pour moi, c'est des sensations qui sont similaires, certes en 3 fois plus long, mais avec plus de profondeur et de développement. Et voilà pour les jeux que j'avais envie de développer. Maintenant, un petit tour des parties en vrac, beaucoup plus rapidement. Vous commencez à avoir l'habitude du format. Alors en vrac, j'ai aussi joué ce mois-ci à Ark Nova, bien sûr. Un plaisir de le pratiquer sur Board Game Arena. En fait, c'est le seul jeu auquel je joue sur la plateforme en ce moment. C'est une vraie obsession. J'ai refait 2 parties de La Familia, qui me plaît toujours autant.
J'ai découvert l'extension de Mille Fiori, qui est très efficace, qui me semble plutôt incontournable. J'ai rejoué à Iki, c'est toujours une claque d'élégance et d'interaction. Et j'ai aussi rejoué à Train, alors c'est Dominion avec un plateau, c'est pas bien original, mais c'est diablement efficace. J'ai découvert Citastato grâce à une vidéo d'Alice Jacot. Merci Alice parce que le jeu est vraiment fantastique. C'est du backbuilding interactif, malin, fluide, plutôt rapide, hein, ça tient en 1h30, 2h à 4. Il y a un scoring qui est très retors. J'ai été super impressionné par ce jeu, je me réjouis vraiment d'y revenir. J'ai découvert Vegetable Stock, un petit jeu de paris minimaliste qui m'a bien fait marrer. En jeu d'ambiance, j'ai eu d'énormes barres de rire sur Tokyo Train, que je connaissais pas du tout. J'ai aimé Astra, chez Super Meeple, un petit jeu à cocher avec de l'interaction et du tempo. C'est assez original. J'ai ressorti Metropolis, Rogue Island ou Grand Austria Hotel. En jeu à deux, j'ai adoré Anami Koji, découvert grâce à The Incredibles, hein, merci les gars, et Kawale, un abstrait de chez Gigamic. Que des bonnes choses, franchement, aucune déception, désolé pour ceux qui avaient envie de voir du bashing. Les seuls mauvais jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci, c'est des jeux enfants. Alors, Little Cooperation, Hérisson Tourbillon, La Princesse au Petit Pois, n'y allez pas, c'est nul. Voilà, comme ça, on peut pas dire que j'aime absolument tout. Ainsi s'achève ce tour d'horizon non exhaustif, mais bien complet de mes parties d'avril. Si vous en voulez plus, je vous laisse une liste complète en description. J'espère que ça joue bien chez vous aussi. En mai, il y a plein de jours fériés, ça va être l'occasion de se faire plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à me parler des jeux qui vous ont plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!